Vous êtes à l'écoute d'Anthropodcast. Bonjour et bienvenue sur ce premier Fac Inside. Mais je suis pas tout seul. Avant de vous expliquer ce que c'est un Fac Inside, salut Anne-Laure. Et salut! Alors qu'est-ce que c'est un Fac Inside? En fait, ça va être des petites vidéos qu'on va diffuser, je sais pas, peut-être une fois par mois, peut-être une fois tous les 2 mois, on verra, où on va à la fois répondre à vos questions, vous allez nous poser, et en même temps parler un petit peu des insides d'Anthropodcast, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en coulisses, comment on s'organise, quels sont nos prochains projets, quelles sont les choses qu'on fait, sur quoi on est en train de travailler par rapport à Anthropodcast. Ça nous permet, nous, de faire une vidéo un peu plus à la cool, où on parle sympathiquement entre nous deux. À vous de nous connaître un petit peu plus et de vous présenter le projet Anthropodcast dans sa globalité. Et puis, ça vous permet justement aussi de poser des questions, que ce soit à la fois sur nous, sur Anthropodcast, pas forcément des questions trop personnelles, parce qu'en même temps, ça aurait pas beaucoup d'intérêt, mais sur Anthropodcast, voire même sur l'anthropologie, sur les vidéos qu'on a déjà diffusées. Si il y a des choses on n'a pas été clair, que vous n'avez pas compris, on y répondra bien volontiers durant ces vidéos-là. Alors on a remarqué en discutant ensemble et en réfléchissant cet après-midi que en fait on s'était pas réellement présenté à vous. Moi je l'ai fait dans le premier Anthropodcast parce que je parlais à mes auditeurs de VoyageCast, un petit peu expliquer qui j'étais et pourquoi j'avais commencé à faire ce podcast sur l'anthropologie. Mais Anne-Laure, vous l'avez entendu ces derniers épisodes, elle a même pris les rênes d'Anthropodcast sur certains épisodes. Mais qui es-tu, Anne-Laure? Que fais-tu là? Qui suis-je? Ça, c'est une bonne question. Très dur. Alors, moi, je suis donc Anne-Laure. J'ai fait des études d'anthropologie à l'Université de Nice pendant 5 ans. J'ai obtenu mon master. Et depuis, je fais Anthropodcast avec toi, Jonathan, et je prépare un projet de web documentaire en Amazonie qui n'est toujours pas fini. Donc, je suis surtout podcasteuse désormais, grâce à toi. C'est cool, c'est intéressant. Tu t'es spécialisé dans un truc, alors en anthropologie, je sais pas, t'as ta petite tribu quelque part au bout du monde que tu chéris avec amour et que tu détestes en même temps, comme tous les anthropologues. Ah, pas vraiment. Ça, c'est avant les anthropologues, c'était vraiment ça parce qu'ils partaient, voilà, pendant des mois, des années dans des endroits que personne ne connaissait, etc. Alors il y en a encore, mais c'est vrai que maintenant l'anthropologie c'est moins exotique que ça. Alors certes, je suis allée en Amazonie pour étudier la contestation contre un barrage, mais et j'adore les gens qui sont là-bas, hein. Mais de là à dire que c'est ma petite tribu chérie, etc. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc voilà, je me suis intéressée au mouvement de contestation contre les grands projets de développement et finalement le Pas fait d'aller grave. là-bas, en fait, je suis allée étudier la contestation, mais je suis aussi allée voir comment les gens vivaient et me suis rendu compte que les gens n'étaient pas tant dans la contestation que ça sur place. Donc finalement, j'ai appris un peu à connaître toutes les facettes de cette petite région amazonienne bien sympathique pour le moment en tout cas. Facette très intéressante. On va vous mettre les liens. On a fait 2 épisodes, un épisode d'Anthropodcast où on parle notamment d'une vidéo de premier contact entre guillemets qui a été fait et où tu reviens un petit peu là-dessus aussi sur l'idéologie qu'il y a autour, notamment du chef Raoni par exemple. Et puis on avait fait un épisode de VoyageCast que je mettrai aussi en lien juste en dessous de la vidéo où on avait parlé justement un petit peu de ton aventure amazonienne, comment ça s'était passé, comment t'avais rencontré les gens, quelles étaient les problématiques. Je trouve ça vraiment passionnant, tout en me disant que c'est un sujet hyper vaste. Alors, merci de t'être présenté. Je vais me présenter en très À court. ton Alors, tour. moi, je ne suis pas anthropologue, je suis mécanicien de précision. Je ne vis pas à Nice, je vis à Berne, la capitale de la Suisse. Je suis originaire du Valais, pour ceux qui connaissent, la plus belle région de Suisse, naturellement. Celle où on fait le meilleur vin au monde, naturellement. Celle où Ah, on a les plus belles montagnes, les plus belles ouais. vaches. C'est le paradis sur terre est en Valais, sachez-le. Même si ça va faire 5 ans que j'ai pas foutu les pieds. Mais bref, c'est une très belle région de Suisse. Et puis, ben voilà, j'ai commencé un podcast sur le voyage, voilà bientôt 3 ans, qui s'appelle VoyageCast, où j'ai eu l'occasion de recevoir beaucoup de gens, beaucoup de voyageurs, pour nous parler de beaucoup de pays du monde. Vous voyez la carte derrière moi, il y a des petits points un peu partout. Et ben c'est tous les points dont on a parlé sur VoyageCast. Et donc voilà un petit peu mon histoire. Et puis on discutait un petit peu avant, on se demande un petit peu, mais quelle est l'origine d'Anthropodcast en fait? C'est une histoire un petit peu bizarre, un petit peu étrange, l'histoire d'une rencontre, mais
on a peut-être chacun notre version en fait, parce que un peu comme Steve Jobs et Steve Wozniak qui répondent différemment quand on leur disait, parce que Steve Jobs ne veut plus répondre, quelle était l'origine d'Apple. Ben nous, on a, je pense aussi des réponses différentes quant à l'origine d'Anthropodcast. Dis-moi, pour toi, comment ça a commencé? Alors pour moi, c'est assez flou, c'est vrai. Alors ce que je me souviens, c'est que déjà on s'est rencontrés dans le cadre de la résidence de la Villa du Grand Bivouac. Hein, bon, là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Exactement. D'ailleurs, toi, tu dis que ton reportage, ton web documentaire que t'es censé faire au Brésil avance moyennement. Le mien au Canada, moi j'ai été au Canada quand même, mais c'est vrai qu'il avance pas vraiment plus parce on va en discuter après, notamment par rapport à Anthropodcast, mais on a un petit peu le même problème, c'est qu'on a la volonté, on a le désir, on connaît notre problématique, on sait que ça risque d'être très intéressant, mais on n'a pas un rond. Et on n'a pas un rond et c'est très très difficile de trouver de l'argent, que ce soit pour du web documentaire ou moins que c'était plutôt au début du radio documentaire. C'est très compliqué d'avoir de l'argent par rapport à ça et c'est vrai que c'est un des avantages du podcast ou des vidéos sur YouTube, c'est qu'avec des moyens qui sont quand même beaucoup plus restreints, on peut faire des choses qui sont intéressantes et qui touchent les gens parce que c'est notre but. Mais vas-y, continue avec l'histoire légendaire d'Anthropodcast. Donc on s'est rencontrés à la Villa du Grand Bivouac pendant les séances de formation et je me souviens donc qu'on avait eu des cours d'anthropologie avec Franck Michel qui avait vachement plu à tout le monde et dans mon esprit c'est après ça qu'est un peu née l'idée que ça serait bien d'enrichir VoyageCast avec des problématiques un peu plus anthropologiques et je t'avoue que c'est assez flou pour moi. Je me souviens du moment en fait où on a enregistré le jingle où on dit vous êtes à l'écoute d'Anthropodcast. Je me souviens que on est allé dans une petite rue d'Albertville là dans le village, je sais plus comment il s'appelle, et qu'on a enregistré ça et que le jingle était fait et pouf ça a commencé. Mais je me souviens pas, tu vois, d'une conversation. Je me souviens si qu'on a discuté beaucoup, que en buvant des bières. Des barbares là. J'allais exactement dire ça. Mais je me souviens pas. Du moment où c'est pris la décision, tu vois, c'est comme ça, c'était pris naturellement, pris dans le flow et on fait le jingle et hop là c'est parti, on fait Anthropodcast. C'est. Ouais. Alors moi, c'est vrai qu'on avait eu dans la première session, parce qu'on en a eu plusieurs, on avait eu Franck Michel justement, qui est d'ailleurs le premier invité d'Anthropodcast, et j'avais beaucoup aimé. Ensuite, moi, j'ai voyagé aux Philippines pendant un mois, où j'ai vu qu'effectivement, là, c'est un des premiers voyages où je remarque qu'il me manque vraiment, vraiment des données, qu'il me manque vraiment quelque chose pour parfaire mon expérience de voyage. Et donc, on s'était recroisés au Grand Bivouac. Je me rappelle plus vraiment, c'est la première fois on avait tant parlé que ça ensemble. Je sais pas là ce qui nous a rapprochés plus, si c'est les barbares justement. Si c'est les bières. Ce serait bien possible. Au Grand Bivouac, au festival tu veux dire ou à la villa? Ben même à la villa en fait, j'arrive pas à me rappeler si la première fois on avait tant parlé que ça ensemble, parce que on est une quinzaine hein, pour vous dire, ouais, et donc voilà, on discute, on se connaissait pas avant de commencer tout ça, et je me rappelle en tout cas qu'à la deuxième session justement on avait discuté un petit peu de ce qu'on faisait les deux. Je t'avais parlé de VoyageCast, et puis je t'avais dit un truc du genre ouais j'aimerais bien parler plus d'anthropologie mais je sais pas vraiment comment le faire, puis moi je suis pas anthropologue. Puis j'avais dit en même temps c'est quand même le voyage et l'anthropologie se rejoignent, c'est clair, mais c'est quand même deux choses qui sont différentes. Passer d'un gars qui nous raconte qu'il a été sur les plages à Hawaï et puis l'instant d'après avoir un épisode sur une petite tribu de Papouasie-Nouvelle-Guinée avec peut-être des problématiques un peu plus complexes, ça pouvait sembler étrange. Donc je me suis dit mais pourquoi pas faire carrément un podcast d'anthropologie, étant donné que ça n'existe pas. Alors ça n'existe pas entre guillemets, il y a des fichiers audio qui ont été donnés par le Collège de France ou l'Université de France, je me rappelle plus, que vous trouvez sur iTunes notamment, avec Pierre Descola, qui a fait justement pas mal de ces choses-là, mais c'est des cours magistraux qui ont été enregistrés. C'est plutôt ardu, hein, franchement. Ouais. C'est parler, je sais pas, une dizaine d'heures sur l'anthropologie visuelle. C'est quand on n'y connaît rien, c'est hard. Hein. Donc, on avait parlé ensemble et dans mes souvenirs, et là, je sais pas si c'est la légende qui se construit dans ma tête ou pas. Je suis sûre, j'étais super motivée. Je t'ai dit un truc du genre, écoute. Moi j'aimerais bien faire ça mais je peux pas le faire seul. Par contre si tu m'accompagnes, eh ben on le fait.
Et puis toi, tu m'as dit, ben vas-y, on le fait. Et c'est vraiment comme ça que je me rappelle. Et je crois que c'est possible, hein. ouais, c'est possible. Et juste après, je t'ai dit, bon, écoute, il faut qu'on se trouve un premier invité et tout. Franck Michel, est-ce que comme on le connaît un petit peu, est-ce que tu penses qu'il accepterait? Puis toi, tu m'as dit, ben oui, envoie un mail. Et j'ai envoyé un mail vraiment quand on était au Grand Bivouac pendant nos cours. Hein. Je crois que j'ai dû envoyer samedi un mail en lui disant, écoute, on a un projet de podcast sur l'anthropologie, un peu, on commence et tout. Puis comme on connaît personne, on aimerait bien que tu sois le premier invité. Est-ce que ça te dit? Puis lui m'a envoyé, je crois qu'on a reçu le lendemain un message. Donc c'était le dimanche. Pas longtemps avant de se quitter finalement, et puis il disait ben super cool, ouais, moi je suis partant, par contre je pars au Brésil pour 6 mois vendredi prochain, donc si tu veux enregistrer, tu viens à Strasbourg avant vendredi prochain, sinon ben c'est remis à octobre de l'année. Là on était autour d'avril. Et puis ben du coup, imaginez, moi je suis rentré le lundi matin au boulot, dire bah écoutez les gars, jeudi je pars à Strasbourg pour enregistrer un podcast sur l'anthropologie. Ils ont dit ouais vas-y. Bon, ils ont un petit peu l'habitude de me voir partir aller interviewer des gens comme ça. Et puis pour ça je les remercie. Hein, sans la flexibilité de mon travail, je pourrais jamais faire ni Voyage Cast ni Anthropodcast. Et puis c'est comme ça que ça a commencé un petit peu. Et puis j'ai passé 2 jours superbes avec Franck Michel, et puis ensuite on a enchaîné comme ça un petit peu les interviews avec les gens. C'est comme ça que ça a commencé, avec justement comme on avait reçu la confirmation de Franck Michel et donc la confirmation que le projet allait pouvoir commencer, et ben il nous fallait un jingle, et puis c'est pour ça que je t'ai dit sur les marches de l'église, go, on va enregistrer le jingle. Il faut qu'on enregistre, on a un bon micro, toi t'en as pas, il faut que ce soit fait maintenant, tout de suite, pour pouvoir faire le jingle. C'était plutôt funny en fait, donc voilà comment ça a commencé. D'ailleurs je crois que toi quand t'as accepté, entre guillemets, comme ça, tu te figurais pas que ça demandait autant de travail et d'investissement. Bah, vu que je me souviens pas quand j'ai accepté, je vais te dire, je sais pas. Mais après, ça va, moi je suis motivée. Hein. Exactement. Mais voilà un petit peu le début. On dira que c'est l'histoire officielle, ça, d'Anthropodcast. Peut-être que des historiens, dans quelques milliers d'années, iront faire des recherches là-dessus. Mais voilà un petit peu comment ça a commencé. Peut-être avant d'aller dans les questions des auditeurs, ce serait quoi pour toi le but d'Anthropodcast, en 2 ou 3 points très courts? Qu'est-ce qu'on veut atteindre avec Anthropodcast? Pour moi, ce qui est intéressant avec Anthropodcast, c'est d'ouvrir l'anthropologie, le faire sortir de sa sphère académique en fait. Parce que l'anthropologie, c'est très bien, c'est super intéressant, mais elle a tendance à être vraiment cloisonnée à l'univers universitaire, et je trouve ça vraiment dommage, parce que je pense que tout un chacun a quelque chose à en tirer personnellement, quelle que soit sa vie, que ce soit un voyageur ou pas, quoi. C'est vraiment un truc important, et je trouve que ça mérite vraiment à plus rayonner, quoi, à plus rayonner, et du coup à créer du lien aussi entre ceux qui sont déjà dans cet univers anthropologique, que ce soit des étudiants, des profs ou quoi que ce soit, avec justement des gens qui sont juste amateurs ou juste curieux, et réussir vraiment à rendre un peu l'anthropologie au monde des humains, quoi. Ouais, je te rejoins tout à fait. D'ailleurs, on a déjà reçu des emails d'anthropologues ou même de profs d'anthropologie qui nous remerciaient justement pour ça, parce que justement ça sort un petit peu, notamment. On va en discuter après, mais pourquoi est-ce qu'on a commencé une chaîne YouTube? C'est justement parce que sur YouTube, il n'y a pas énormément de choses par rapport à l'anthropologie. Ça va dans le très vieux, avec des interviews très intéressants de Claude Lévi-Strauss, mais qui commencent à dater gentiment plusieurs années. Ouais. Et puis d'un autre côté, on a quelques vidéos comme ça éparses un petit peu, et c'est dommage parce qu'il y en a, par exemple, je crois l'université de Montréal fait des vidéos, mais qui ont très très peu de visibilité. Et c'est vrai que le fait de faire du podcast quand même comme ça, de le faire régulièrement, de le faire avec un ton, on espère, plutôt sympathique, ça peut aussi permettre de toucher d'autres personnes. Et c'est un petit peu notre but. C'est vrai qu'on en a discuté plusieurs fois, mais quand on reçoit des emails ou des tweets de gens qui nous disent écoute, à cause de votre podcast ou grâce à votre podcast, je me suis acheté les 2 derniers livres de Jared Diamond parce que vous m'avez séduit. Moi je trouve ça génial, quoi. On arrive à faire vendre des bouquins d'anthropologie, et c'est pas le truc le plus facile à vendre comme ça, non, on va dire. Donc franchement, ça vraiment c'est quelque chose qui nous rend vraiment très heureux, je pense, et ça va vraiment dans le but de l'anthropologie, dans le but de l'anthropodcast. Pour tout vous dire, il y a vraiment plusieurs éléments à ça. Mais le premier élément, il est un petit peu stratégique, tout simplement, parce que
le Voyage Cast, donc le podcast audio que je fais, j'avais publié quelques épisodes où il y a juste 2 images, donc une vidéo totalement inintéressante à regarder, même si le contenu audio, lui, est intéressant, et il y avait chaque fois une trentaine de vues au bout d'une année. Autant vous dire que j'ai pas continué à balancer ça sur YouTube. C'est tout à fait normal parce que il y a déjà beaucoup de contenu étiquetés voyage, vacances, découvertes comme ça, qui sont très très bonnes et bien meilleures que juste 2 images qui se suivent. Et puis entre podcasts, je m'étais dit bon il y a pas l'air d'avoir grand chose en anthropologie, donc je vais balancer aussi avec 2 images des épisodes qui n'ont pas vraiment d'intérêt à être regardés en vidéo, mais où le contenu est intéressant. Et puis j'ai vu que là par contre il y avait pouvait y avoir plusieurs centaines de personnes qui regardaient ça, et puis voire même sur une vidéo qui s'appelle C'est quoi l'anthropologie, que vous trouvez très facilement sur YouTube, parce que je crois que si vous tapez anthropologie, en tout cas chez moi, même en cachet, c'est la première vidéo qui sort sur YouTube. Autant vous dire que c'est très étonnant, parce que c'est une vidéo, encore une fois, inintéressante, avec juste 2 images qui se suivent, et pourtant on est aujourd'hui à 1700, 1800 vues, voire plus, et c'est vrai que ça, c'est pas grand chose comparé à du Norman, du Cyprien qui fait des millions de vues, hein, on est d'accord, mais on n'est pas sur le même créneau. Et pour une vidéo aussi inintéressante, c'est très spécial d'avoir autant de gens qui la regardent. Ce qui prouvait pour moi que des gens se posaient la question. Et c'est vrai que d'avoir le réflexe de taper podcast anthropologie sur Google, autant vous dire que personne ne le fait. Par contre, de taper anthropologie sur YouTube, ça, vraisemblablement, il y a déjà plus de gens qui sont susceptibles de le faire et donc de découvrir du contenu anthropologique. Le problème, c'est que 2 images qui se suivent, c'est inintéressant, c'est nul. Pourquoi continuer à faire ça? Et c'est là que je t'avais dit un petit peu, je crois que je t'avais parlé plusieurs fois de ces chiffres-là, puis je t'avais dit quand même, il faudrait qu'on fasse quelque chose là, parce qu'il y a un contenu qui est plutôt très bien consommé, hein. Il faut qu'on fasse quelque chose pour améliorer entre podcasts et pour qu'on le serve en vidéo, mais en pouvant mettre du contenu. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première vidéo. J'ai acheté ma caméra. Et je crois le lendemain ou le surlendemain, j'ai commencé la première vidéo qui est 7 livres pour débuter en anthropologie, où là j'ai remarqué que c'était plutôt intéressant parce qu'on pouvait rajouter des images, voire même des vidéos, et puis ça s'est amélioré avec Anthropodcast numéro 2, où là vous avez des petites vidéos, vous avez du son, vous avez des images, et c'est vrai que quand on vous parle d'une tribu quelque part en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce qui est un petit peu difficile de se représenter, et ben si on peut vous mettre une image, c'est beaucoup plus intéressant. Sympa, ouais. Ouais, si on vous parle, par exemple, du pays des Toradja, je vais vous en parler probablement pour le livre de Nigel Barley, un anthropologue en déroute. C'est un petit peu dommage de vous parler de ça sans vous montrer les maisons des Toradja, franchement. T'es d'accord? Complètement. Parce qu'elles sont spécifiques et elles ont une grande place dans le livre, dans ce qui se passe à Londres ensuite. Donc vous parlez de ça seulement en audio sans vous montrer d'image, c'est dommage, parce que je pense aussi que c'est rare les gens qui, en écoutant de l'audio comme ça, vont se mettre à chercher sur Google en même temps maison Toradja pour avoir une idée de ce que c'est, et la plupart vont juste écouter. Il faut savoir l'écrire. Il faut savoir l'écrire en plus, alors que sur YouTube, paf, on vous met l'image, c'est simple, il y a entre guillemets aucun travail de votre part à faire, donc je pense qu'il y a moyen de toucher encore plus par l'image, et puis il faut avouer aussi que l'humain est ainsi fait, on accorde moins d'attention à l'audio qu'à la vidéo, et comme notre but originel, c'est pas de faire du podcast, mais c'est de toucher les gens sur l'anthropologie, alors il faut aller là où sont les gens, donc sur YouTube. Voilà, et je pense que c'est un raisonnement plutôt logique qu'on aurait peut-être même dû avoir au début d'Anthropodcast, mais c'est vrai que venant de l'audio, puis aimant pas beaucoup la vidéo, ni me voir d'ailleurs, je déteste ça, j'avais pas fait cette réflexion-là. Mais voilà un petit peu la raison pour laquelle on se retrouve sur YouTube. Et nous voilà. Enfin, je sais pas, toi, t'as peut-être encore d'autres petits points comme ça auxquels tu pourrais penser. Non, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est un moyen aussi d'enrichir le contenu, quoi, de lui donner une autre dimension qui est intéressante, et qui aussi dans le fait de pouvoir montrer les images, etc. Ça permet de pas rester dans l'imaginaire. On va te parler d'une tribu, tout de suite, on va avoir cette image fantasmée d'un peuple qui vit, je sais pas comment, nanana, de pouvoir montrer aussi, c'est bien, ça permet, je pense, un peu parfois de casser certains clichés, d'être plus proche de la réalité, quoi.
J'avais pas pensé à cet aspect-là, mais c'est intéressant aussi. Ouais, je pense que l'aspect des cartes aussi, je crois que c'est depuis que j'ai lu Jared Diamond que je me rends compte que, mais c'est vrai, hein, que la géographie, que les cartes ont une réelle importance, notamment quand on parle d'anthropologie. Et je suis impatient aussi on va essayer de vous faire des vidéos, on va vous expliquer ces choses-là justement, l'importance des cartes et l'importance quand on parlera justement d'une tribu quelque part, non seulement de vous montrer qui elle est, à quoi elle ressemble, mais aussi où elle vit et dans quelle région, avec quel degré d'isolement elle est, parce que ça a une importance capitale dans l'histoire. Ouais. Bref, je pense qu'on a bien résumé le truc, mais voilà un petit peu pourquoi il y a YouTube, et accessoirement ça nous permet aussi d'explorer de nouveaux formats justement. On va tester un petit peu, ça va peut-être être foireux de temps en temps, mais on va tester ça et on le fait avec beaucoup de plaisir. On a reçu quatre questions d'auditeurs en fait, mais de deux auditeurs à qui j'ai tweeté cet après-midi en disant tiens, on fait un inside, est-ce que tu veux poser des questions? Le premier, c'est David Loureiro, que vous connaissez peut-être si vous écoutez des podcasts, qui fait un podcast qui s'appelle Lisez la science, qui est extrêmement intéressant, extrêmement précis aussi. Il lit des livres et il vous en fait le compte rendu, mais je vends très mal le truc. En réalité, il explique qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce livre et qu'est-ce qu'il faut en retenir. Parce que vous savez qu'il y a des centaines, des milliers de livres qui sortent chaque année, notamment des livres de science, et c'est presque impossible d'en lire assez pour tout savoir. Donc s'il y a quelqu'un qui vous le lit, puis qui vous en donne, on va dire, le résumé ou la substantielle moelle, comme on pourrait dire, eh ben vous allez apprendre les choses principales. Peut-être vous allez avoir envie d'aller plus précisément dans le sujet, mais même si vous ne lisez jamais ce livre, vous savez de quoi il parle, par qui il a été écrit, et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à en tirer. C'est vraiment intéressant. Lisez la science, encore une fois, il doit y avoir quelque part là le lien qui s'affiche. Et nous, il nous a posé des questions. Alors, on voit tout de suite que c'est un gars qui fait un podcast scientifique. Hein. Le mec ne rigole pas. Il nous a pas demandé pourquoi est-ce que t'as un pull noir ce soir. Alors, il a posé ces questions qui sont en bloc. Quel est le regard de l'anthropologie sur l'évolution des sciences chez les différents peuples? S'est-elle fait différemment? Est-ce que les objectifs recherchés étaient différents? Et l'éventuel lien avec la science asiatique, communiste, etc. Est-ce que la science a donné un avantage à des peuples? J'avais cru comprendre, notamment en lisant Jared Diamond dans Guns, Germs and Steel, que ça avait été le cas. Alors, ça va être chaud de répondre durant ce podcast, notamment parce qu'on a notre futur invité avec qui justement on va parler du rôle de la science et de la technologie. Il est, je sais pas si on peut appeler ça anthropologue des sciences, mais en tout cas un anthropologue qui s'intéresse aux sciences et à la technologie. Aux sciences, au progrès. Ouais. Par contre, basiquement, avant que tu répondes en tant qu'anthropologue, moi je vais répondre en tant qu'amateur. Quand il pose la question, est-ce que la science a donné un avantage à des peuples? Je dirais qu'il faut remonter beaucoup plus loin que ça, notamment quand on lit Jared Diamond. En réalité, c'est pas forcément la science, en tout cas selon les explications de Jared Diamond, qui a aidé, c'est l'environnement géographique, notamment il parle de la culture, de l'élevage, des températures, du niveau, enfin de toutes ces choses-là qui ont été un climat géographique autant propice, que voilà, qui a été propice à la création de connaissances et donc de science en fait. Je pense que, enfin en tout cas c'est ce que dit Jared Diamond en très résumé, la science c'est un petit peu comme la politique on va dire, c'est possible de commencer à les créer quand on a un surplus de production alimentaire. C'est-à-dire qu'on est capable de payer des gens à ne pas faire de la production de nourriture. Et à partir du moment où on a cette possibilité-là, alors on crée un environnement où les gens normaux, enfin, ou une élite, on va dire plutôt, vont pouvoir se mettre à faire de la science, à faire de la religion aussi, à faire de la politique, à faire de l'administratif, et c'est à partir du moment-là où on commence à avoir de la science qui donne elle-même un avantage. Mais en soi, l'avantage n'a pas été réellement la science, il a été déjà largement avant les conditions qui ont mené à la possibilité de créer cette science. Je sais pas si j'explique ça bien et si je suis à peu près bon. Si, t'as bien lu, hein, c'est bien. Je retiens ce que je lis, c'est déjà pas mal. T'expliques ça bien. Après, je pense qu'il faut voir aussi ce qu'on appelle science. Oui, parce qu'aujourd'hui, on va le voir aussi, on confond souvent science et technologie, ce qui n'est pas le cas de David Loureiro, hein, pour être très clair. Mais pour beaucoup de gens, et notamment quand on écoute les pubs à la télé, par exemple, on vous dit cette nouvelle crème Nivea, c'est de la science. Oui.
Si on veut, hein, il faut de la science pour faire de la crème, sans doute. Il y a des composés chimiques aussi, mais est-ce qu'on peut appeler ça de la science? Pas vraiment. Et puis après, il y a aussi plein de sciences qui, je sais pas si c'est ça là où tu voulais en venir, mais qui fondamentalement, est-ce qu'elles ont de l'intérêt? Est-ce qu'elles fournissent un avantage aux autres? On pense notamment enfin, je sais pas. Quelle science. Le problème, c'est que si je vais vanner une science maintenant en Ouais, disant fais gaffe à ce que qu'elle tu sert vas, non? moins, mais par exemple, on sait que les mathématiques, elles ont beaucoup aidé à servir l'administration en fait. Ouais. Parce qu'on a pu commencer à faire des relevés, on a commencé à pouvoir faire des taxes, on a pu commencer à quantifier la production alimentaire, la production de biens, et grâce à ça, ça a été un avantage, on va dire, comparé aux autres qui eux faisaient les trucs un petit peu au pif, quoi, on va dire. Comme Donc les par exemple, pirates, un peu, beaucoup, très beaucoup. comme les pirates dont on a parlé justement dans Anthropoquiz numéro 2, effectivement, voilà, ce type de sciences, elles ont été appliquées tout de suite, quoi. Mais maintenant, est-ce que si, je sais pas, les pirates découvrent ce que c'est le boson de Higgs, est-ce que ça les aide réellement, tu vois? C'était dans ce sens-là que je voulais dire. Il y a certaines choses, par exemple, est-ce que l'astronomie en dehors de la navigation, elle aide réellement, tu vois? Alors oui, bon, tu me diras pour les cultures, oui, à savoir quand planter, etc. Ouais, Donc, si en réalité, oui, mais pas tout dans les sciences est intéressant. Puis après, on en parlera aussi dans d'autres épisodes, mais il y a certaines choses qui ont été découvertes, justement, entre guillemets, ouais. mais à certains endroits, on s'en est servi tout de suite, ça a commencé à diffuser, à certains endroits, c'est mort Rapidement, ouais. rapidement, quoi. Ouais, tout dépend surtout du contexte, quoi. Ouais. C'est Mais comme on disait, on avait déjà parlé en Amérique du Sud, les civilisations qui n'utilisaient pas la roue. Ça nous paraît complètement fou de se dire, attendez, vous aviez pas la roue alors que vous aviez fait des énormes bâtiments, que vous aviez une agriculture ultra développée, etc. Mais non, la roue, vous aviez pas. Bah non. je sais pas si c'est de ça que tu parles aussi, mais la roue, notamment là-bas, je crois qu'ils l'ont découvert dans des jouets, en fait. Ouais, Donc il y avait c'est des ça. jouets qui avaient des roues, mais ils ont Mais pas, pas les charrues ni rien, quoi. alors que nous, ça nous semble plutôt logique. Élémentaire, ouais. Élémentaire, voilà. Mais je te propose qu'on passe à la question suivante, mais voilà un petit peu la réponse. Donc oui, la science, je pense que c'est indéniablement un avantage, mais en soi, elle découle d'autres avantages qui étaient là avant, qui sont pas forcément, où les peuples qui vivaient là, en fait, n'ont rien fait pour avoir cet avantage-là au départ. Après, c'est ce qu'on appelle le déterminisme géographique, si je me trompe pas, Ouais. qui peut être mis à mal aussi à certains endroits, je pense. Ensuite, on a deux autres questions. Alors une plutôt pour rire, hein, Karine, avec qui j'ai discuté sur Twitter, qui a un podcast qui s'appelle Une fille, un podcast. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais elle avait parlé de Voyagecast même dans son premier épisode, et elle a parlé Ouais. d'Anthropodcast aussi avec une amie, donc on la remercie pour avoir parlé de nous, c'est très sympa. Et elle a posé donc deux questions. La première, un petit peu pour rire, elle m'a posé la question à moi, donc, quand est-ce que tu laisses prendre les commandes complètes de ce podcast à Anne-Laure? Alors moi, ce que Alors, je t'en dis, c'est que si tu fais tout, je te donne les clés tout de suite. Parce que j'ai passé mon week-end j'avoue. à faire des traitements vidéo. Autant vous dire que Ouais, je il crois que le bosse soir, grave, je me hein. suis dit, tiens, il a fait beau aujourd'hui. Mais je suis pas sorti. Donc les On n'est clés pas de... encore à 50-50 du taf, On n'est hein, pas encore à faut 50-50 l'avouer. du taf. C'est pas encore égalitaire, mais c'est pas une question de domination, c'est une question que moi je m'y mets petit à petit. Pour moi, le podcast c'est nouveau, la vidéo c'est nouveau, tout ça c'est tout nouveau. Et Jonathan c'est un peu mon maître. Pour l'instant, je suis encore le disciple, mais ne t'inquiète pas, un jour je gérerai déjà les anthropo-quiz. Je vais vous faire des anthropo-quiz géniaux, vous allez voir. Et elle l'a déjà fait d'ailleurs, hein, et Anthropoquiz numéro 2, tu l'as parfaitement bien géré. D'ailleurs, en réalité, là, cette vidéo sort juste après qu'on ait sorti Anthropodcast numéro 18, que tu as très bien géré aussi, puisque tu m'as interviewé sur le meeting C'était dur. voilà, à Washington. Et dans celui qui va suivre, c'est aussi toi qui dirige. Donc en réalité, il n'y a pas réellement de question de, même si tu posais cette question pour rire, de question de diriger quoi que ce soit. En réalité, pour tout dire, je sais même pas si Anne-Laure le sait, mais dans la vision finale d'Anthropodcast que j'aimerais atteindre, tout en sachant que je n'y arriverai certainement pas, en réalité, on aurait beaucoup moins, enfin, le travail serait beaucoup plus dispatché et la présence à l'écran, entre guillemets, pour nous, pour moi et autant pour toi, serait aussi beaucoup diminuée. Ce qu'il faut savoir, c'est très compliqué de trouver des gens qui acceptent de travailler sur ce genre de projets qui sont très énergivores, qui demandent beaucoup de temps aussi, beaucoup d'applications, et tout ça
pour que dalle, hein, parce qu'on va être clair, on gagne rien, au contraire, toi et moi, on perd de l'argent actuellement pour faire ça. Donc c'est très compliqué d'avoir des gens sur lesquels on peut compter et qui ont assez de temps pour pouvoir faire ça. Mais le jour où je trouve des gens qui ont assez de temps, assez de volonté, assez de connaissances pour le faire, moi je laisse volontiers les clés pour certains épisodes d'Anthropodcast, parce que c'est beaucoup de travail et j'aurais rien contre de baisser un petit peu cette charge-là. Mais c'est vraiment dans le futur que ça va se passer. Mais c'est vrai que c'était une question plutôt pour rire. Je prendrai quand même la dénomination de Podcast Science, qui est un podcast dont je vous parle régulièrement, où Alan et maintenant Nicotube ont longtemps occupé le poste de dictateur bienveillant. Et j'aime beaucoup ce mot-là parce que il y a un côté quand même dictateur quand on est responsable d'un podcast comme ça, parce que on doit dire bon écoute, là le podcast sort dans 2 semaines, donc il faudrait qu'on commence à se bouger un petit peu pour poser les questions, organiser le truc. Écoute, là on se voit à Paris, il faut quelqu'un qui prenne un petit peu les rênes de ces choses-là, qui prennent les décisions quand elles sont à prendre, qui discutent notamment, par exemple, un truc que j'aimerais bien laisser à quelqu'un d'autre, c'est certains mails qu'on reçoit, par exemple, auxquels il faut répondre pendant des fois plusieurs heures. Là, on va être sur un nouveau réseau qui s'appelle Creative Disturbance, qui nous permettra d'être diffusé à d'autres endroits. Mais là aussi, c'est une organisation de malades pour réussir à ce que nos systèmes fit ensemble, etc. Donc ça aussi, je donnerais volontiers les clés à Anna si elle le désire. Je lui souhaite bonne chance. Ceci dit, elle a posé une très très belle question qui pourrait aussi être développée pendant très longtemps. Je voulais faire un podcast rapide. Ce ne sera pas un podcast rapide. Où elle dit « C'est bien beau de se plonger dans l'anthropologie. On comprend bien que ça aide à comprendre nos sociétés et les hommes et les femmes qui nous entourent. Mais concrètement, j'aimerais savoir si vous avez, Anne-Laure ou toi, un exemple concret d'une situation, où ça vous a rendu service, où cette connaissance vous a aidé dans la vie courante. » Et ça, je trouve que c'est une excellente question, ce qui n'est pas du tout étrange à Karine, qui se pose d'excellentes questions dans son podcast justement, mais alors Anne-Laure, à froid comme ça, à complexe, froid comme ça, c'est compliqué pour moi parce que quand j'ai commencé mes études, tout le processus, mes 5 ans d'université, pour moi, c'était comme ça m'a changé complètement ma vision du monde. Donc du coup, j'ai vraiment, pour moi, ça fait partie de ma manière de concevoir le monde maintenant et de voir les choses, etc. et de regarder ce qui se passe autour de moi. Donc j'avoue que j'ai un peu du mal à trouver un exemple concret où ça me sert, parce que j'ai l'impression que finalement ça m'a carrément construit en tant que personne. Mhm. Donc c'est pas facile, c'est une super question, mais C'est une super question. Alors moi, parce qu'on n'a pas discuté de ça avant, hein, donc je vais te laisser réfléchir. Moi, alors j'ai justement une autre construction que toi, dans le sens où c'est en voyageant que je me suis dit que ça serait intéressant de m'intéresser à l'anthropologie et donc de commencer Anthropodcast ensuite pour pouvoir distribuer ça un petit peu. Je dirais que ça me sert dans pas mal de discussions, mais je sais pas si Karine, tu te rappelles, dans un des épisodes où on parlait de ce que c'est l'anthropologie et notamment ce que c'est l'observation participante, et notre invité qui s'appelait Andrea disait qu'en fait l'anthropologie est un outil qu'on peut utiliser tout le temps en réalité. Donc l'anthropologie, pour moi, là où elle me sert dans la vie, c'est justement, mais en même temps tu peux le faire sans être anthropologue, sans même savoir que tu fais de l'anthropologie, c'est justement de changer d'angle devant une problématique. C'est très régulier quand tu discutes avec des amis que tu vas avoir tous tes amis qui ont un petit peu la même façon de voir, notamment souvent parce qu'ils connaissent pas le sujet, il faut le dire, et qui vont exposer les choses d'un certain angle. Et je pense que là où l'anthropologie, elle t'apprend des choses justement en lisant de l'anthropologie, c'est qu'il faut chaque fois les regarder avec le maximum d'angles possible pour qu'éventuellement ça te donne une vision d'ensemble. On avait parlé de ce regard éloigné, notamment, de prendre le recul maximum, de lire dans le livre que lit l'indigène qui est en train de le lire. Bon, c'est un petit peu barjot comme ça, mais je pense que c'est important. Je pense que même au travail, on peut se servir de l'anthropologie justement pour comprendre un petit peu comment son entreprise travaille. Moi, je suis fasciné par mon entreprise, par exemple. Je trouve qu'on pourrait écrire 2 bouquins d'anthropologie entiers dessus, justement pour comprendre quelles sont les forces en présence, quels sont les clans qui se forment. Je pense que l'anthropologie peut donner des petits outils comme ça. Et je pense que changer d'angle, j'en ai notamment parlé dans les 2 derniers voyages cast, où j'ai parlé par exemple des armes aux États-Unis, où j'ai parlé de l'esclavage, où j'ai parlé du racisme,
par exemple, qui sont des thèmes qui sont plutôt chauds, que généralement on évite de parler parce que c'est trop compliqué et on est sûr de mettre les pieds dans le plat quelque part. Et notamment parce qu'on les voit généralement seulement d'un angle, qui est généralement l'angle des grands médias, qu'on critique régulièrement, mais c'est parce que justement les grands médias, plutôt que nous présenter plusieurs angles à une même problématique, ils vont prendre un angle, le plus vendeur, et comme les médias ne font que se répéter entre eux, finalement, tu ne vas avoir qu'un angle sur sur une situation. Je pense que là où l'anthropologie t'apprend des choses... c'est toujours idéologique aussi. C'est très idéologique. L'anthropologie, elle va t'apprendre à aller au-delà de l'idéologie, voir l'idéologie comme un fait, un phénomène, mais à ne pas plonger dedans pour donner ton avis, quoi. L'anthropologie, elle va plutôt préférer ne pas donner son avis que donner un avis qui est trop ancré dans une... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et typiquement, ça me rend aussi, par exemple, ce terme qu'on utilise régulièrement d'ethnocentré, tu vois, c'est-à-dire de regarder par rapport à soi, par rapport à l'idéologie de son environnement très très restreint. Ça, par exemple, c'est quelque chose auquel je fais de plus en plus attention, tu vois. Ouais. Ou quand je me dis, tiens, j'ai entendu ça, c'est choquant. Ah oui, bon, mais mettons-nous à la place des gens de cette culture à cette époque-là. Et je pense que c'est aussi, par exemple, ce que font les historiens très très bien. Il y a notamment un historien que je suis qui fait un podcast qui s'appelle Temporium, qui y aura aussi dans les liens en dessous. Je trouve très intéressant parce que ils analysent l'histoire par rapport au moment où c'était, si vous voulez. Pas l'histoire, parce que quand on regarde l'histoire, que ce soit la violence, la sexualité ou des choses comme ça, par rapport à notre regard d'aujourd'hui, on peut en penser certaines choses, mais c'est non seulement ethnocentré, mais c'est aussi, est-ce qu'il y a un mot pour dire que c'est centré dans le temps, dans notre époque? Historico-centré? Historico-centré, peut-être, je sais pas. Mais dans le sens où le meilleur moyen de comprendre comment ça se passait à l'époque, ce serait de devenir quelqu'un de l'époque et de vivre ça pour le comprendre. Ça, pour un historien, c'est très compliqué, tout comme c'est compliqué pour un anthropologue de devenir justement un Toraja pour comprendre comment il fonctionne. Par contre, on peut essayer de s'en approcher le maximum possible, et ce qu'on peut faire par rapport à une tribu quelque part en Amazonie, on peut le faire pour l'arabe du coin, on peut le faire pour le Camerounais qui habite pas loin. Je pense que on en a parlé déjà par rapport au racisme, par rapport à une certaine forme d'évolutionnisme ou de différenciation. Là, l'anthropologie peut vraiment nous aider à se mettre à la place des autres, à essayer de les comprendre et à ne pas les juger comparé à nos critères, mais par rapport aux leurs. Même si je pense que le faire d'une façon complète et sincère, très compliqué, mais en tout cas avoir la démarche idéologique de le faire. Ouais. Enfin, voilà, c'est... Ça paraît être une question très compliquée, mais oui, voilà. Et puis, sûrement aussi de pouvoir comparer les cultures et tout ça, c'est très intéressant. Et quand on voyage, même si je sais que Karine, il me semble, elle est pas très très fan de voyage, même si elle écoute Voyage Cast. Quand tu voyages, avoir justement ce regard un petit peu éloigné, essayer de comprendre l'endroit auquel tu es, de comprendre comment fonctionnent les gens, c'est quand même beaucoup plus intéressant que de passer puis de se dire... De garder tous tes préjugés d'où tu viens et voilà. Exactement. Et de finalement de passer à côté des choses simplement parce que la différence est choquante et pas réussir à le dépasser, quoi. Ouais, on en a parlé aussi, je vais finir là-dessus, mais par exemple de s'intéresser à la géographie, de s'intéresser à la parenté, c'est tout des choses quand on voyage, on n'y pense pas forcément, de discuter de ces sujets-là avec les personnes qu'on rencontre, alors que ça nous donne des petites clés qui vont nous aider à comprendre la personne avec qui on est en train de parler. Et avant de m'intéresser un petit peu à l'anthropologie, c'est des choses que j'aurais jamais abordées, que j'aurais jamais compris, et que j'aurais pas non plus pu comparer, même avec mes très petites connaissances, avec des autres peuples à d'autres endroits et à d'autres époques. Donc je pense que ça aussi, ça peut nous donner des clés pour comprendre l'autre, en fait, ce qui est le but de l'anthropologie. Oui, clairement, c'est ça, de toute manière. Ouais. Donc voilà, merci pour cette question intéressante en tout cas. 2 derniers points avant de clôturer cette vidéo. La première, c'est la question des finances. Je vais m'exprimer aussi là-dessus parce que c'est moi qui m'occupe de cet aspect-là. C'est le Suisse qui s'en occupe. C'est le Suisse qui s'occupe des finances. Est-ce que c'est étrange? Non. Donc les finances jusqu'au 1er novembre de l'année 2014 étaient entièrement pris de ma poche, en fait. Quand je parle de dépenses au point de vue argent, pas au niveau de temps, parce que quand Anne-Laure prend du temps pour organiser un interview, pour lire un bouquin, pour relire des questions que je fais, bien évidemment, elle est pas payée pour ça, et si on voulait être juste, il faudrait que on mette une valeur monétaire à tout ça pour donner une idée des finances réelles d'Entre Podcast, mais on le fait pas parce que ça a pas de sens, puis on pleurerait
Ouais, ça nous ferait pleurer, à on s'en force de fiche. voir combien d'argent on perd. Mais pour vous faire une idée, il faut payer le serveur, il faut payer le serveur des podcasts aussi, qui est en commun avec VoyageCast. Et à partir du 1er novembre, on a lancé un Patreon, c'est-à-dire c'est la possibilité pour les gens qui nous écoutent de pouvoir nous soutenir en donnant 1, 2, 3, 4 dollars, 5 dollars, 10 dollars chaque mois pour nous aider. Et ça nous permet, nous, de pouvoir avoir un petit budget pour le mois à venir, parce qu'on sait à peu près combien d'argent on va recevoir, et puis de pouvoir payer les frais basiques, on va dire, de notre podcast. On soit à l'heure où on fait ce podcast, donc on est en avril, on est en avril, on est à la mi-mars, pardon. Et donc à la mi-mars, je reçois sur le compte d'Entrepodcast, entre guillemets, à peu près une centaine de dollars par mois, ce qui paraît beaucoup, mais quand on enlève le logiciel Adobe Premiere Pro, par exemple, que je paye chaque mois, hein, parce que je paye la licence pour pouvoir faire les vidéos, je suis pas un pirate pour le coup, quand on regarde le serveur, quand on regarde aussi qu'on se déplace pour aller interviewer les anthropologues, ce qui fait aussi des frais de train, par exemple, sans compter encore une fois les que je prends congé, donc que je perd entre guillemets de l'argent. Le micro d'Anne-Laure qui est bien meilleur maintenant comparé à son autre micro qui nous prenait les sons de la pièce, les sons de l'ordinateur qui était Des voisins qui se des voisins disputaient, qui des disputaient, chats qui se battaient. de la pluie, de tout ça. Donc j'ai dit bon là on arrête, il faut qu'on achète un micro correct. Donc ça nous a coûté 70 euros. Donc c'est pour l'instant c'est plutôt pour ces dépenses là que cet argent est pris. Globalement même en gagnant une centaine de dollars par mois. Maintenant, on est encore en train de perdre de l'argent. Par exemple, la vidéo, la caméra que je suis sur laquelle je suis en train d'être filmé, je l'ai acheté avec mon argent propre parce que on n'a pas assez d'argent dans les comptes d'Entrepodcast. On va se déplacer à Paris, notamment pour aller interviewer des anthropologues et aussi pour aller faire notre petite soirée, enfin plutôt après-midi Spécial. d'enregistrement spécial entre podcasts. Là aussi, on a des frais parce que à Paris, on se prend un Airbnb pour pouvoir enregistrer tranquillement. On va avoir des frais de déplacement et tout ça. Donc tout ça, c'est des frais qui sont pris dans nos poches respectives. Si vous avez envie d'aider, faites-le volontiers. Vous allez sur Patreon/VoyageCast, ça s'écrit Patreon. Et puis là, vous pouvez donner chaque mois justement, même 1 dollar, même 2 dollars. C'est moins cher qu'un café par mois, mais à nous, ça nous aide justement à pouvoir planifier ces Ouais. dépenses-là, à améliorer la qualité de ce qu'on fait. Une autre dépense aussi, par exemple, c'est qu'on fait Anthropo Quiz et on offre un livre à celui qui trouve la meilleure réponse à notre quiz. Donc là aussi, c'est une dizaine, quinzaine d'euros par mois qui partent pour envoyer un livre à un auditeur, sans compter les livres qu'on achète nous-mêmes pour pouvoir parfaire les épisodes qu'on fait. Bref, on a pour l'instant pas mal de dépenses qui ne sont pas comblées par les finances actuelles d'Entrepodcast. Ça le sera peut-être un jour, mais vraiment, sentez-vous libre de donner. Encore une fois, même 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars par mois, c'est vraiment pas grand-chose pour la majorité des gens, et à nous, ça nous donne un bon coup de main. Je sais pas s'il y a Ouais. quelque chose à rajouter là-dessus. Ah bah non, hein. T'as tout dit, je crois. D'accord. Alors, on va finir là-dessus ce premier Inside. On vous relance sur Anthropo Quiz. C'est Anthropo Quiz numéro 2. Il y a une image, il faut aller la voir sur YouTube. L'image Une mystérieuse. image mystérieuse. Vous devez essayer de trouver de quoi il s'agit. Et vous pouvez gagner justement le livre dont j'ai parlé avant, de Nigel Barley, L'anthropologie n'est pas un sport dangereux, qui est un livre absolument délicieux et délirant, comme dirait l'ami Franck Michel, à lire. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et maintenant, là, on a eu deux questions, enfin des questions d'auditeurs différents, qui sont des auditeurs que je connaissais, donc que j'ai contacté pour leur poser des questions. Merci à eux de les avoir posées comme ça dans l'après-midi. Mais si vous avez des questions, que ce soit sur l'anthropologie, que ce soit sur Anthropodcast, que ce soit sur tous les sujets qui rentrent en contact de près ou du loin avec ce qu'on fait, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez le faire ou dans l'article sur anthropodcast.fr où vous êtes peut-être en train de regarder cette vidéo, ou alors carrément sur YouTube, dans les commentaires, vous posez les questions, on va les reprendre. Comme je l'ai dit, si on a beaucoup de questions, on en fera peut-être un par mois. Si on en a très peu, on en fera un chaque 2 mois. On s'adaptera un petit peu au nombre de questions qui sont posées et on va répondre à ces questions de la façon la plus intelligente possible, en faisant des petites recherches pour satisfaire votre curiosité anthropologique. Un mot pour la fin, peut-être, Anne-Laure? Ah ah, très bonne question, ça. La plus intéressante de toutes. Non, je rigole. Pour la fin, bah non, moi je veux juste remercier tous les auditeurs. Et maintenant, on dit comment alors? On dit les viewers?
Alors, les Les viewers, gens qui c'est en regardent. anglais, mais selon YouTube, on doit appeler les gens qui nous regardent des spectateurs, notamment parce qu'ils sont en train d'essayer de concurrencer la télévision, et à la télévision, Ok. c'est des spectateurs. Spectateurs. Donc ouais, à part du coup remercier les spectateurs et les auditeurs de VoyageCast et puis vous inviter ouais à vraiment pas hésiter à participer à Anthropo Quiz, à tenter votre chance, à faire vos petites recherches, tout ça et puis voilà, hein, vous dire à très bientôt. À très bientôt aussi, n'hésitez pas à nous poser des questions, on y répond avec plaisir, et puis on se dit à dans un temps plus ou moins infiniment grand ou petit. À la C'est prochaine! relatif.